30 avril 1946. Un train, escorté par des soldats américains armés, entre en gare de Cracovie. Sur le quai, un homme attend. Il s'appelle Karol Estreicher, historien de l'art, officier polonais. Quand on lui remet le colis, ses mains tremblent. Pas d'émotion, de soulagement. Car dans ce colis, emballé dans du tissu grossier, se trouve une planche de bois de noyer de 54,8 cm sur 40,3. Et dans l'angle inférieur de cette planche, on distingue encore nettement l'empreinte d'une semelle de bottes militaires allemandes. Un soldat des SS avait marché dessus. Voilà ce qu'on fait à la femme la plus mystérieuse de la Renaissance. Regardez ce tableau. La Dame à l'hermine. Léonard de Vinci, vers 1489. Premier réflexe, une jeune femme élégante tient un petit animal blanc dans ses bras. Rien de plus. Mais attendez, leurs yeux. La jeune femme et l'animal ont tous les deux la tête tournée vers la droite, dans la même direction, au même instant. Leurs regards sont parallèles. Ils ont tous les deux cessé de poser. Quelque chose ou quelqu'un vient d'entrer dans la pièce. Qui ? Si nous comprenons vers qui il regarde, ce portrait cesse d'être l'image d'une jeune maîtresse. Il devient la mise en scène d'un pouvoir invisible. Commençons par l'évidence. Ce tableau représente Cecilia Gallerani, 16 ans environ, favorite du duc de Milan Ludovic Sforza, dit Il Moro, le mort. Mais Ludovic n'a pas encore le titre. Officiellement, il gouverne au nom de son neveu. En réalité, toute la cour sait à qui il faut sourire, à qui il faut obéir, et de qui il vaut mieux ne jamais détourner les yeux. Il mène sa politique entre la France, Venise et Naples, au bord permanent de la guerre. Et Cecilia n'est pas une simple maîtresse silencieuse. Elle parle latin, compose des vers, réunit autour d'elle philosophes et musiciens dans les salles du Castello Sforzesco. En 1493, le poète Bernardo Bellincioni lui consacre un sonnet entier. Il écrit que la nature devrait envier Vinci, qui a peint son étoile, Cecilia, et qu'elle semble écouter, mais ne pas parler. Léonard, lui, a 37 ans. Il est à Milan avec le titre de peintre et ingénieur ducal. Il dessine des machines de guerre, conçoit des décors de fête, projette un monument équestre colossal en bronze pour le père de Ludovic. Et au milieu de tout cela, on lui commande ce portrait. Pourquoi maintenant ? Voilà ce qui mérite qu'on s'y arrête. En 1488, le roi de Naples, Fernand Ier, a remis à Ludovic Sforza l'ordre de l'Hermine, une distinction chevaleresque, rarissime, scellant une alliance diplomatique précise. L'Hermine est devenue l'emblème personnel du duc, et au moment précis où Léonard peint ce portrait, Ludovic est officiellement fiancé à Béatrice d'Este, fille du duc de Ferrare. Il prépare un mariage politique. Cecilia est enceinte de lui. Elle portera son fils, Cesare Sforza, en 1491. Léonard devait célébrer la beauté de Cecilia, sans que ce soit un portrait officiel de l'épouse légitime, sans nommer la grossesse, mais sans l'effacer non plus. À présent, observons l'animal blanc. On l'appelle Hermine. Mais si l'on regarde cet animal comme un naturaliste, quelque chose résiste immédiatement. Ce corps est trop grand, trop puissant, trop docile pour une hermine réelle. La Mustela herminea réelle est 2 fois plus petite. Elle a un museau effilé, un caractère sauvage, impossible à tenir dans les bras. La bête que Léonard a peinte a la musculature d'un furet, des griffes déployées comme pour déchirer quelque chose, une taille qui dépasse toute réalité anatomique. Léonard, l'homme qui a disséqué des dizaines de cadavres pour comprendre chaque tendon du corps humain, a peint un animal anatomiquement impossible. Pourquoi l'un des observateurs les plus précis du vivant aurait-il placé au centre de son portrait une créature qui ne correspond à aucun spécimen connu ? Parce qu'il ne peignait pas un animal, il peignait une idée. 3 idées, superposées. Première couche. Dans l'emblématique de la Renaissance, l'hermine portait une devise précise. Malo mori quam fodari. Mieux vaut périr que se souiller. Les bestiaires que Léonard a notés lui-même décrivent l'hermine comme un animal qui préfère se rendre au chasseur plutôt que de salir sa fourrure immaculée dans la boue. C'est un symbole de pureté absolue. Deuxième couche. Le nom grec de l'hermine, Galée, est un calembour visuel direct sur le nom de la jeune femme, Gallerani.
L'animal dit qui elle est. Troisième couche. L'hermine est l'emblème personnel de Ludovic. Elle dit à qui elle appartient. 3 couches de sens, dans un seul animal. Ce détail paraît décoratif. Il ne l'est pas. Déplaçons le regard vers le ventre de Cécilia. L'hermine ne repose pas sur ses mains. Elle les recouvre et descend exactement jusqu'à son abdomen. L'historien de l'art Frank Zollner a noté une correspondance troublante avec un mythe des métamorphoses d'Ovide. Galantis, la servante qui aida Alcmène à accoucher d'Hercule, fils illégitime de Zeus et d'une mortelle, fut transformée en belette pour cette aide. Si cette lecture est juste, en plaçant l'hermine sur le ventre de Cécilia, Léonard aurait codé dans l'image même la grossesse de la favorite et l'ancienneté mythologique de ce qu'il représentait. Cette hypothèse reste une interprétation, non un fait établi. Mais ce qui me frappe, personnellement, c'est ceci. Si ce n'était qu'un tableau de cour ordinaire, pourquoi Léonard aurait-il mis autant d'intelligence dans chaque centimètre de la composition? Ce que les yeux ne voient pas, les couches de peinture l'ont pourtant conservé. Pascal Cotte est un ingénieur optique français. Il a passé plus de 10 ans à analyser ce tableau avec une caméra de 420 millions de pixels, utilisant sa propre méthode d'amplification par couche, le procédé LAM. En 2015, sa lecture technique a relancé une controverse dans le monde académique. Grâce aux images multispectrales, il affirme avoir distingué plusieurs étapes dans la construction de l'image. D'abord un portrait plus simple, puis l'apparition d'un animal plus modeste, aux proportions réduites, avant la forme blanche, puissante, presque héraldique que nous voyons aujourd'hui. Dans cette lecture, l'hermine aurait été absente de la première version du tableau. Les mains de Cécilia reposaient ensemble, sans animal. Tous les spécialistes n'acceptent pas cette reconstruction de la même manière. Les recherches menées à Cracovie restent plus prudentes. Les données radiographiques confirment des modifications dans la taille et la position de l'animal, dans la reprise du vêtement, dans la posture de la main, mais la conclusion d'une version initiale entièrement sans hermine reste discutée. Ce qu'on peut dire sans risque, c'est que l'animal a changé au cours de la peinture. Il a grandi, il a blanchi, il a durci. Mais c'est précisément là que le tableau devient fascinant. Même sous les instruments scientifiques, l'hermine continue de résister. Elle n'est pas seulement peinte, elle est discutée, contestée, reconstruite, comme si Léonard avait laissé une énigme jusque dans la matière même de la peinture. Les léonardesques, Boltraffio, De Prédis, Luini reprendront le fond sombre, le trois quarts, le sfumato, mais presque aucun ne retrouvera cette tension, cette impression que le portrait vient de bouger. Parlons du fond noir. Nous croyons voir le choix radical de Léonard, une figure arrachée à la nuit. Cette noirceur nous a semblé audacieuse, moderniste, intentionnelle. Pendant des générations, on l'a admirée comme une marque de génie. Les analyses techniques racontent autre chose. David Bull, restaurateur à la National Gallery of Art de Washington, a examiné le tableau en 1992. Sa conclusion: le noir que nous regardons aujourd'hui est un repeint postérieur, probablement ajouté au XVIIIe siècle avant la vente du tableau. Sous cette surface sombre, le fond original semble avoir été bien plus subtil. Un espace gris, modulé, presque respirant, où la lumière faisait émerger Cécilia de la pénombre. Ce n'était pas le vide noir que nous admirons depuis 3 siècles. C'était une profondeur plus douce dans la tradition du sfumato. Et peut-être que le plus étrange dans cette histoire, c'est que pendant des générations, nous avons pris une intervention tardive pour une intention de Léonard. Revenons au regard, parce que c'est ici que tout se noue. Cécilia tourne la tête vers la droite. L'hermine tourne la tête vers la droite. Ils regardent tous les deux le même point invisible, au-delà du cadre du tableau. Et la lumière, regardez la lumière. Elle arrive exactement de ce même côté, en faisceau dur et directionnel, découvrant le visage de Cécilia, son épaule gauche, la fourrure blanche de l'animal. Sur les tableaux de l'époque, la lumière est diffuse, générale,
anonyme. Elle n'a pas de source précise. Ici, la lumière a une adresse. Plusieurs lectures du tableau vont dans ce sens. L'image ne fonctionne pas comme un simple duo. Elle suppose un troisième pôle, invisible. Cécilia, l'hermine, est celui vers qui la lumière semble les appeler. L'absent qui structure tout. L'homme dont les yeux ne sont pas ici, mais dont la présence est partout, dans l'angle de la lumière, dans la direction du regard, dans l'emblème sur les bras de la jeune femme. Ludovic Sforza, le commanditaire, le duc. Léonard a peint la présence d'un homme sans lui consacrer un seul gramme de peinture. Il a rendu son absence plus présente que n'importe quel visage. La lumière est sa signature, les regards sont son pouvoir. La composition entière gravite autour de lui comme autour d'un centre de gravité invisible. C'est le troisième personnage, et c'est le plus puissant. À présent, le collier de Cécilia, une longue chaîne d'agate noire enroulée 2 fois autour de son cou. Pour un lecteur de la Renaissance, l'agate noire n'est pas une pierre muette. Elle parle de modération, de courage, de santé. Officiellement donc, le collier protège Cécilia. Visuellement, il fait autre chose, il l'encercle. Il n'est pas seulement un bijou, il dessine autour de son cou une forme de possession précieuse. Comme si la parure disait élégance, mais que la ligne disait contrainte. Et ses mains à elle, ses longs doigts élégants, presque musicaux, qui en langage gestuel de la Renaissance signalaient la maîtrise des instruments, l'aristocratie de l'esprit, ne caressent pas seulement l'animal, elles le retiennent. Ce geste dit « je tiens la bête ». Mais la bête est l'emblème de celui qui la tient, elle. C'est, à mon sens, la critique la plus élégante et la plus dangereuse que Léonard ait jamais dissimulée dans une image. Pas une critique déclarée, une question posée à ceux qui savent regarder. Qui, ici, est vraiment libre ? Cecilia Gallerani ne l'était pas. En 1491, Béatrice d'Este épouse Ludovic. Sa jalousie est immédiate et totale. Cecilia est éloignée de la cour. On arrange pour elle un mariage avec Ludovico Carminati de Brambilla, dit Il Bergamino. Elle quitte le centre du pouvoir, mais elle emporte avec elle ce que Ludovic ne peut plus contrôler, son image. Elle emmène le tableau. Elle vivra jusqu'en 1536. Ludovic Sforza, lui, mourra prisonnier dans un château français, capturé par les troupes de Louis XII. Mais cela, nous y reviendrons. En avril 1498, Cécilia reçoit une lettre d'Isabelle d'Este, marquise de Mantoue, la femme sans doute la plus influente et la plus cultivée de toute l'Italie de la Renaissance. Isabelle demande à voir le tableau pour le comparer à une œuvre de Giovanni Bellini. Cécilia obéit. Mais elle joint à l'envoi une lettre d'une tristesse absolue. Elle écrit que le portrait ne lui ressemble plus du tout, qu'il a été peint dans sa jeunesse imparfaite et qu'on ne devrait pas juger son apparence d'après cette planche de bois. L'écho de cette lettre traverse 525 ans. Une femme qui regarde l'image d'elle-même à 16 ans et ne s'y reconnaît plus. La peinture comme trace de ce qu'on était avant que le monde décide ce qu'on allait devenir. Après la disparition de Cécilia en 1536, le tableau s'efface. 260 ans de silence absolu. Pas une mention dans les catalogues du XVIIe siècle. Pas une dans ceux du XVIIIe. Pendant ces 260 ans d'obscurité, quelqu'un a modifié le fond. Quelqu'un a ajouté une inscription dans le coin supérieur gauche. La belle ferronnière, Léonard da Vinci. Avec des fautes d'orthographe et une transcription polonaise du nom de l'artiste. Le tableau a changé d'identité pendant son sommeil. Il ne refait surface qu'en 1798, quand le prince polonais Adam Jerzy Czartoryski l'achète en Italie pour sa mère. Mais personne ne sait encore qui est cette femme. On croit que c'est la belle ferronnière, une autre favorite, d'un autre pays, d'une autre époque. L'erreur durera un siècle. C'est en 1900 que l'historien polonais Jan Boloz Antoniewicz fait la connexion. La correspondance d'Isabelle d'Este, le sonnet de Bellincioni, le tableau, c'est Cecilia Gallerani, retrouvée après 4 siècles. Puis vient septembre 1939. La famille Czartoryski cache le tableau dans les caves d'un manoir à Sieniawa. Les soldats SS trouvent la cachette grâce à une dénonciation locale. Ils jettent la planche sur le sol. Un soldat marche dessus. L'empreinte restera visible pendant des années. La Gestapo transporte l'œuvre à Berlin. En 1940,
le général-gouverneur Hans Frank, criminel de guerre, condamné et pendu à Nuremberg, l'a fait accrocher dans son bureau au château de Wawel. Hitler l'a réservé pour son Führermuseum de Linz. Carol Estreicher passe des années à documenter les déplacements des œuvres volées, au risque de sa vie. Il retrouve le tableau dans la villa bavaroise de Frank, à Schiersee. 30 avril 1946. Il le ramène à Cracovie dans un train américain, les mains tremblantes. Une empreinte de botte sur le bois de noyer de Léonard. C'est là, maintenant, dans un caisson climatisé au musée Czartoryski de Cracovie. Sa valeur assurée pour transport international, pas moins de 300 millions d'euros. Ce qu'elle a traversé, 530 ans d'Europe, 260 ans d'oubli, une botte militaire, un tribunal de Nuremberg. Avant de terminer, un dernier détail, le plus instable de tous. En 1490, en plein milieu des reprises de ce tableau, Léonard accueille dans son atelier un enfant de 10 ans, Gian Giacomo Caprotti da Oreno. Il le rebaptise Salahi, petit diable, pour sa tendance au mensonge, au vol, à la destruction incontrôlée. Certains historiens ont remarqué une coïncidence troublante. C'est précisément à cette période que l'animal du tableau devient cette créature agressive, aux griffes sorties, aux membres gonflés, au regard sauvage. Peut-être que Léonard peignait l'emblème de Ludovic. Peut-être qu'il peignait, sans le planifier, quelque chose d'autre. L'énergie imprévisible qui venait d'entrer dans sa vie, sous la forme d'un enfant de 10 ans qu'il ne pourrait jamais vraiment contrôler. Nous ne le saurons pas. Ce qui est certain, c'est que rien dans ce tableau n'est seulement décoratif. L'hermine peut parler de Ludovic, le ventre peut garder l'ombre d'une grossesse, le regard peut appeler un homme absent, le collier peut hésiter entre bijoux et contrainte, le fond noir peut être l'œuvre d'un inconnu du XVIIIe siècle plutôt que d'un génie de la Renaissance. Et l'animal lui-même, repeint, redimensionné, rendu plus puissant et plus inquiétant au fil des semaines, peut tenir plusieurs significations à la fois sans qu'aucune l'emporte définitivement. C'est peut-être là la véritable audace de ce tableau, pas qu'il cache un secret unique, mais qu'il refuse d'en avoir un seul. Ludovic Sforza a commandé ce portrait pour posséder l'image de Cecilia, la beauté qu'il allait bientôt lui reprendre. Il est entré dans la pièce, sa lumière est venue de la droite, ses deux regards se sont tournés vers lui, toute la composition lui obéit, et pourtant, c'est lui qui a disparu, c'est lui qu'on ne voit plus, c'est lui qui est mort en captivité dans un château français, dépossédé de tout. Et Cecilia est encore là, son regard traverse le bord du tableau depuis 530 ans, vers quelque chose que nous ne verrons jamais. L'hermine la suit, et le fond que Léonard avait imaginé pour les entourer, nous ne le verrons jamais non plus. Il reste ce regard, tendu vers un point hors champ, hors temps, hors portée. Si vous deviez choisir ce que Léonard a vraiment voulu cacher ici, non pas l'hermine, non pas la grossesse, non pas la politique, mais la chose la plus profondément enfouie. Vers quoi, selon vous, ce regard se dirige-t-il vraiment? Et pensez-vous qu'il voulait qu'on le trouve ou qu'on ne cesse jamais de le chercher?